Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J. Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, faut-il le rappeler, vice-président du CRIF. Et ces dernières semaines, le CRIF est sous les feux de critiques concernant sa réelle représentativité, contesté dans ses positions à l'égard d'Éric Zemmour. On va réfléchir avec Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour Rafi. Alors, sur les polémiques récentes, sa réécriture de l'histoire de France, son absolution de l'extrême droite et de ses crimes, les attaques contre BHL, sur les lignes de fracture entre juifs et français, vous avez écrit un papier cette semaine qui remet les points sur les i concernant Éric Zemmour. Écoutez, effectivement, alors d'abord je fais un constat triste, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir une discussion autour de la situation de la communauté juive de France et des défis qui sont devant nous sans que le nom d'Éric Zemmour revienne sur la table. Donc je m'attendais évidemment à ce qu'on en parle ensemble aujourd'hui et je voulais commencer par ça, c'est dire que j'aurais préféré que nous puissions sereinement parler d'autre chose parce que le fait juif va bien au-delà de la question d'Éric Zemmour et des questions que lui pose. Néanmoins, pour rentrer dans le vif du sujet, sur Éric Zemmour, la communauté est otage parce que, qu'il le veuille ou non, il nous embarque, malgré nous, et même malgré lui, si j'ose dire, dans sa dérive. Et nous avons la responsabilité, en tant que CRIF, d'être les gardiens du non-juif. Nous sommes les garants du fait que le nom du judaïsme dans la société française ne soit pas instrumentalisé, récupéré, galvaudé aussi parfois. Eh bien, nous avons le sentiment avec Éric Zemmour, et ce qui se passe en ce moment, que c'est ce risque-là que nous avons sous les yeux, celui que demain, le non-juif puisse être associé politiquement à l'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose que nous devons combattre absolument d'une part. Et puis d'autre part, il y a aussi le fond des choses, c'est-à-dire les propositions et les propos d'Éric Zemmour, qui, en tant que tels, heurtent et insulte une partie de la communauté juive, et il est important de le souligner. Alors, Alexis Lacroix est avec nous, et il a une question à vous poser concernant Éric Zemmour. Oui, concernant Éric Zemmour et plutôt sa place justement dans le dispositif actuel, on va dire du débat public, qui est par ailleurs très dégradé, et vous en êtes conscient, Jonathan Arfi. Justement, quand vous entendez ce futur candidat développer un certain nombre de thématiques qui sont aux antipodes, disons, de celles qui ont été défendues par les différentes institutions juives, par les différentes voix importantes du judaïsme français depuis une quarantaine d'années. J'imagine que vous vous interrogez sur la réponse stratégique d'une organisation comme le CRIF, et j'imagine que vous êtes aussi ébahi quand vous entendez la violence de ces attaques, pas d'ailleurs que dans le champ juif. On sait que avant-hier, il a traité la ministre Marlène Schiappa de profonde idiote. C'est vrai que Rafi faisait allusion, il a eu une passe d'armes avec Bernard-Henri Lévy, qu'il a interrogé sur son judaïsme, et il a répondu que Bernard-Henri Lévy était un traître à la France depuis 40 ans, un traître à la France. Ce sont des mots très graves. Pourquoi passe-t-il ? Pourquoi suscite-t-il au fond si peu d'interrogations de fond ? C'est une vraie question sur les ressorts de la séduction que Éric Zemmour opère sur une partie de la société française, et il faut le dire, une partie minoritaire, je veux le souligner, de la communauté juive de France. Minoritaire, j'en suis intimement convaincu. Vous savez, il y a toujours le phénomène que l'on connaît bien, où l'on entend ceux qui s'expriment le plus fort. On entend toujours d'abord la radicalité s'exprimer, plutôt que la masse raisonnable. Et l'immense majorité des juifs de France sont des gens tout à fait raisonnable, républicain, conscient des dangers. On n'est pas dans l'angélisme. On se bat sur la question de l'islamisme, de l'antisémitisme, du révisionnisme. Depuis toujours, on n'a pas attendu Éric Zemmour pour commencer à mener les combats qu'il faut. Donc on n'a pas de leçons à recevoir. Mais je constate, comme vous le soulignez, qu'il y a bien une opération de séduction qui fonctionne. Et quand j'essaie de comprendre pourquoi cette opération de séduction fonctionne, je crois que d'abord, il y a dans la société française aujourd'hui une vraie défiance institutionnelle. On conteste toute forme d'autorité, de représentation, quelle qu'elle soit. Donc c'est une défiance vis-à-vis des pouvoirs politiques. C'est une défiance aussi dans la communauté vis-à-vis des institutions. On pourra peut-être parler de ce sujet-là, de la représentation communautaire. Il ne faut pas avoir peur de discuter de la question de la représentativité de nos institutions. Et je suis très à l'aise sur cette question. Et donc je crois qu'Éric Zemmour surfe évidemment sur ce point-là. Il y a aussi un goût très développé dans la société aujourd'hui pour la transgression.
au fond, il y a une fascination pour la transgression. De voir quelqu'un insulter un ministre, eh bien, il y a une partie des gens pour qui c'est jouissif, si j'ose dire. Eh bien, ça, c'est extrêmement malsain. Alors, si on reste encore une minute sur la sémantique, puisque c'est vrai qu'on a commencé comme ça, et c'est normal d'ailleurs, puisque c'est au cœur de l'actualité, Rafi a eu raison. Si on reste au cœur de la sémantique, élargissons la focale, pas seulement dans le monde juif, son propos à destination du monde juif et sur les réalités juives et l'histoire juive. Quand ce futur probable candidat, classé à l'extrême droite en raison de ses nombreuses prises de position, lors d'un salon de l'armement qu'il visite dans une ville du nord de l'Île-de-France, s'amuse à pointer une arme létale, évidemment déchargée, contre des journalistes en leur disant « reculez, reculez, reculez ». Bon, c'est un jeu, naturellement, mais quelle lecture sémiotique le responsable communautaire juif que vous êtes en fait-il ? Écoutez, alors, je ne vais pas rentrer dans les analyses psychologiques. Enfin, c'est inédit. C'est inédit sous la Ve République. Non, néanmoins, c'est inédit sous la Ve République. C'est vrai, mais en regardant ces images, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point Éric Zemmour, sur ces images, s'amuse, rigole. En fait, on a l'impression que nous avons sous les yeux quelqu'un qui est dans, j'allais dire, une phase de plaisir absolu. Enfin, il est en ce moment heureux. Il a l'impression que tout lui sourit, qu'il peut faire tout ce qu'il veut et qu'au fond, il a une capacité comme ça à pouvoir bousculer l'ordre établi. Il a subverti la loi, pour parler comme les psychanalystes. Oui, mais c'est ça. Non, mais je disais, on sent qu'il y a du plaisir à la transgression pour lui, clairement. C'est ça qui se joue. Et le rapport, j'insiste, revient sur l'arme. Le rapport à l'arme, évidemment, factice, bien sûr, enfin factice, réel, mais déchargé plutôt. C'est un rapport symbolique à la violence. C'est une manière de dire, je n'ai pas de problème avec la violence, je ne suis pas un pacifique BA, je suis... Voilà. Bon, donc ça vient titiller, évidemment, les codes liés à la virilité en politique, et on sait que c'est une question qui, quand on regarde l'analyse politique, renvoie très vite à la question des discours fascistes. Mais il y a un côté République de Weimar finissante dans notre situation d'aujourd'hui, d'après vous ? Il y a un côté les démocrates, les vrais démocrates, les pacifistes, qui étaient souvent des juifs d'ailleurs dans cette Allemagne-là, fascinés quelque part par le spectacle donné par ceux qui représentent l'alternative fasciste montante. Disons que ça correspond à ce qu'on voit ailleurs dans d'autres sociétés. Éric Zemmour n'a pas le physique de Vladimir Poutine, mais s'il l'avait, je suis sûr qu'il se mettrait en scène à cheval, en plongée, à ski, en vélo, pour montrer à quel point il est un homme fort. Parce que c'est ça le message subliminal qu'il veut faire passer. Et bon, c'est pas le cas, donc il joue sur d'autres codes, évidemment, mais nous sommes dans un moment où, effectivement, il y a entre guillemets, des coups d'État symboliques qui se jouent. C'est dire qui a le monopole de la violence symbolique légitime, et soit c'est l'État tel qu'il fonctionne, soit c'est d'autres forces qui s'en emparent. Et donc, c'est ça qui, symboliquement, se joue aussi à travers ces images. On va rester sur une dernière question concernant... Vous avez publié, Yonatan Arfi, un texte très documenté et analysé sur le mécanisme de l'extrême droite, une attaque très instructive sur ceux qui remettent en cause la légitimité, voire la représentativité du CRIF, comme d'ailleurs c'est devenu une habitude contre l'ensemble de nos institutions. Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une ligne de fracture que Éric Zemmour est en train d'installer pour les Juifs français ? Non, d'abord, Éric Zemmour, c'est un révélateur. Ne considérons pas qu'il est à ce point-là démiurge et capable de créer des choses nouvelles. Il révèle des fractures qui existent, ou en tout cas des questions qui traversent la communauté juive depuis longtemps. Quel rapport aux institutions ? Bon. Il y a une crise de la démocratie représentative dans tous les pays démocratiques. La communauté juive, elle est organisée autour de principes qui sont cohérents avec cette démocratie représentative. Je vous donne un exemple concret, le CRIF. Le CRIF, c'est une fédération de 75 associations différentes qui, elles-mêmes, ont des milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'adhérents. Lorsqu'on prend les adhérents du Bnei-Brit, des structures du affiliées au Fonds social juif unifié, à la Viso, à l'UEJF, au mouvement Lubavitch, au mouvement libéraux, et ainsi de suite, vous vous rendez compte que, en fait, toute la vie juive est représentée à travers le CRIF, à travers un scrutin indirect. Au nom de ces organisations aussi ?
le CRIF est l'organe représentatif de ces institutions. On peut poser la question de savoir est-ce qu'il parle au nom des Juifs, puisque au nom des organisations. Son acronyme, c'est bien de parler au nom des institutions, mais au nom des institutions, oui, c'est une fédération d'institutions qui se mettent ensemble pour porter une voix commune. C'est la raison d'être du CRIF. Et ça vient souligner effectivement la difficulté qu'il y a dans une structure fédérative avec du suffrage indirect, la démocratie indirecte, à garder un lien de proximité. Mais si vous parlez, par exemple, du Sénat, le Sénat, ça paraît loin des gens parce que c'est aussi du suffrage indirect. C'est pas pour autant que c'est pas un organe démocratique. Donc les accusations qui viendraient dire que nous ne serions pas en démocratie communautaire parce que il y aurait pas des élections directes du président du CRIF par le grand public juif, ce sont des discours populistes appliqués au champ communautaire, tout simplement. Alors, codicile à la question de Rafi. Parce qu'au fond, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une remise en cause de nombreuses institutions. Le CRIF est au milieu d'un océan d'institutions qui font l'objet d'attaques, on va dire, de nature populiste, entre guillemets, il faut bien trouver un mot, mais en tout cas d'attaques anti-institutionnelles, anti-élitaires et anti-institutionnelles. Il faut s'interroger sur tous les phénomènes et ouvrir les yeux sur tous les phénomènes. Est-ce que l'actuelle présidence de la République, avec son contournement systématique des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, des élus de province, n'a pas paradoxalement contribué à ce phénomène de désinstitutionnalisation progressive de la société française, où en gros, si on schématise, vous avez le risque, dans les mois qui viennent, d'avoir l'Élysée, le bunker de l'Élysée, tout ce qui pivote autour, la presse alliée, et le reste du peuple français. Et donc ça, c'est extrêmement malsain, si vous voulez. Ouais. Et ce que vous décrivez, c'est un phénomène qui est une forme de désintermédiation du fonctionnement politique. Voilà. C'est le fantasme du dirigeant quel qu'il soit, c'est de se dire... Désintermédiation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de structure intermédiaire entre les électeurs, les citoyens, et puis l'instance représentative politique. Voilà. Et pour aller au bout, pour le dire schématiquement, ce serait le fantasme d'un dirigeant qui pourrait se contenter de diriger un pays grâce à un compte Twitter. Et c'est tout. C'est pas un peu parfois le fantasme du président de la République ? J'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont fait le constat qu'aujourd'hui, la société se désintermédie sur beaucoup d'aspects. C'est le cas aussi sur le sujet économique, par plein d'aspects. Aujourd'hui, il y a du contact direct entre les marques et les consommateurs. Et bien sur le plan politique, c'est la même chose. Entre l'offre politique et les consommateurs politiques, donc les citoyens. Il y a cette volonté de canal de communication direct. Mais en faisant ça, on affaiblit les structures démocratiques qui ont une fonction de transmission de l'information d'une part, mais ça à la rigueur on pourrait imaginer de la contourner, pourquoi pas, mais qui ont surtout une fonction de stabilisation démocratique. Vous savez, on a beaucoup évoqué la question des structures bourgeoises, la petite bourgeoisie qui est un organe qui permet de stabiliser les démocraties dans le temps. C'est tout ça qui est attaqué. Vous voulez dire que dans la Troisième République, comme l'ont montré beaucoup d'historiens et de philosophes, qui a été le stabilisateur du régime ? Cette petite bourgeoisie, de commerçants, d'enseignants, modestes, de province, profondément républicains et modérés dans leurs convictions. Et aujourd'hui, ces gens-là se sentent totalement abandonnés, justement. Exactement. Moi, j'ai le sentiment que à la fois, la communication est peut-être plus efficace quand elle est en direct, mais ça rend tout le système plus fragile. Et ça, quand on est juif, on est très sensible à la fragilité institutionnelle et démocratique du pays parce qu'on sait que nous serons les premiers, évidemment, en période d'instabilité, à en payer le prix. Justement, vous me créez une passerelle. Vous avez reçu cette semaine, Yonatan Arfi au CRIF, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Quelle est aujourd'hui, quelle est votre vision sur les accords d'Abraham, que vous soutenez évidemment, mais quelle est votre analyse aujourd'hui ? Alors effectivement, avec Francis Khalifa, le président du CRIF, Robert Agenès, directeur exécutif, nous avons rencontré l'ambassadrice nouvellement arrivée en France des Émirats Arabes Unis. Et c'est un point important parce que nous sommes 1 an après les accords d'Abraham, donc on a un petit peu de recul sur la manière dont ces accords ont transformé ou non, ou commencent à transformer ou non les sociétés. Parce que ce qui compte, c'est pas seulement une paix de papier, c'est pas une signature sur un document, c'est bien la manière dont les sociétés émiraties d'un côté, israélienne de l'autre, j'ai pas de doute sur la volonté israélienne, on va parler de la volonté émiratie, s'approprie ce processus de paix et ce pont qui est construit entre les deux pays. Et ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est d'abord de voir que il y a une vraie écoute aujourd'hui dans les élites des Émirats Arabes Unis. Alors ça correspond à leur intérêt stratégique, pas de naïveté, on est en diplomatie, les États ont des intérêts, on le sait, et c'est comme ça que ça fonctionne, mais enfin néanmoins, on peut écouter quand même le discours. Il y a une vraie volonté, une vraie identification à Israël au sein des Émirats Arabes Unis pour 2 raisons. Ce sont 2 pays jeunes,
dans les deux cas. Ils sont de création récente, alors un peu plus tardif pour les Émirats Arabes Unis, puisque c'est 1970 ou 71, donc un peu après Israël, mais enfin c'est deux pays jeunes de population comparable, qui sont dans les deux cas des pays-mondes, c'est-à-dire des pays qui se vivent comme ouverts sur le monde globalement. Alors, ils ont des ressources aux Émirats Arabes Unis quand même qu'Israël n'a pas, ou qu'Israël commence à avoir d'ailleurs avec le gaz aujourd'hui en Méditerranée, mais enfin c'est comme pas exactement comparable. Mais ils ont surtout une ambition globale. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent être acteurs de là où ils sont, d'un jeu plus large. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les Émirats Arabes Unis sont un allié donc, pour la paix, pour Israël, mais surtout un allié stratégique aussi pour la France. Et moi, c'est ce qu'on a également souligné dans cet échange. Sont, d'après vous, Yonatan Arfi, modélisables à d'autres pays arabes? On entend aujourd'hui la Tunisie, le Maroc... Alors, le Maroc, c'est fait. Voilà. Alors, la densification de l'accord avec le Maroc est encore une autre question. La manière dont la société marocaine va pouvoir se l'approprier. La Tunisie, l'Algérie sont des questions qui sont éminemment plus compliquées, malheureusement. On a vu les déclarations du gouvernement algérien qui a justifié sa rupture de relations diplomatiques avec le Maroc. Aussi, entre autres, par l'établissement des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, en disant que c'était une forme de casus belli vis-à-vis d'Algérie que d'établir des relations diplomatiques avec Israël. C'est quand même fou quand on y pense. La Tunisie, malheureusement, est aussi marquée par un régime qui considère qu'il y a une forme d'héritage antisioniste absolu à préserver depuis que l'OLP y a eu son siège dans les années 80, donc comme s'ils étaient tenus par ça. Mais il y a beaucoup de pays qui peuvent changer. Yonatan Arfi, est-ce qu'il y a un désir, d'après vous, dans l'exécutif israélien actuel, notamment Naftali Bennett, de poursuivre l'œuvre entreprise par son prédécesseur et par Donald Trump? Et est-ce que, si on élargit la focale, c'est pareil, il faut toujours regarder la big picture, la menace iranienne qui reste quand même un gros problème pour à terme la sécurité de l'État juif, rebat profondément les cartes et donc fait que, même si c'est pas forcément la tasse de thé de Bennett, il va s'y mettre à son tour parce qu'il sait que c'est l'intérêt stratégique vital de l'État d'Israël d'avoir de nombreux partenaires arabes. Oui, je crois que d'abord, la question des alliances étrangères, enfin pour l'État d'Israël, c'est une constante de la diplomatie israélienne. C'est la quête absolue de normalisation. Ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Évidemment, ça s'est accéléré en Afrique également. L'œuvre commune de Trump et de Netanyahou, qu'on les aime ou pas, hein, mais il faut être... oui, bien sûr. Oui, parce que certains pensent que Yair Lapid récolte un peu ce qui a été semé. Voilà. Cet accord-là, il est dû 100% à Netanyahou et Trump, évidemment. Leur œuvre commune, qu'on les aime ou pas, Netanyahou et Trump, c'est d'avoir quand même largement désenclavé l'État juif. Certes, ça avait commencé, il y avait l'Égypte, etc. Mais enfin, l'État juif restait jusqu'à maintenant globalement le juif des nations au sein du monde arabe. Il ne l'est plus. Est-ce que vous pensez que l'exécutif israélien d'aujourd'hui va poursuivre ce mouvement entamé l'année dernière? Alors, nous serons en fin de semaine prochaine en Israël avec une délégation du bureau exécutif du CRIF. Et nous rencontrerons le Premier ministre, le président de l'État, le ministre des Affaires étrangères. Et donc, nous pourrons soulever ces questions avec eux et comprendre un peu mieux votre feeling leur comme état ça, d'esprit. à distance depuis Paris. Mais mon sentiment, c'est que effectivement, ils vont poursuivre toutes les alliances qu'ils peuvent poursuivre parce que c'est leur intérêt, évidemment, d'une part. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous parliez de la menace iranienne qui peut effectivement amener des pays arabes ou musulmans à s'orienter vers Israël. C'est une chose, mais il y a aussi un autre point qu'il faut garder en tête, c'est la Turquie. La Turquie, avec un discours frère musulman et une ambition expansionniste, fait peur à un certain nombre de pays arabes qui n'oublient pas d'abord l'expérience ottomane. N'oublions pas que la Turquie a colonisé le monde arabe. Macron l'a rappelé d'ailleurs jusqu'à l'Algérie jusqu'au XIXe siècle. Et donc, ils ont cette expérience-là aussi, les pays arabes, et ils ne veulent évidemment pas retomber sous un giron turc. Donc, ils sont aussi sensibles à ça. Une alliance avec Israël, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Égypte et autres, contribue à construire un autre axe stratégique. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que vous êtes vice-président du CRIF, Yonatan Arfi, que cette année, c'est une année d'élection dans les institutions juives. Cette semaine, c'est l'élection du nouveau président du Consistoire de France. Et il va y avoir au Consistoire de Paris le renouvellement du Conseil de la CIP. Le CRIF, fin juin, c'est des élections. Alors, avant même fin juin, nous allons avoir des élections au sein du CRIF pour le renouvellement d'un tiers de notre comité directeur
en janvier, puis d'un tiers de notre bureau exécutif en février, et puis de nos vice-présidents et trésoriers en mars. Donc on est dans une année électorale au CRIF, qui sera marquée aussi effectivement fin juin par une assemblée générale avec donc élection du président du CRIF. Alors Francis Khalifa effectivement a réalisé 2 très beaux mandats qui se terminent, donc le deuxième se termine fin juin avec une limite de mandat qui fait qu'on aura un nouveau président au CRIF à partir de fin juin. Donc oui, le CRIF est engagé dans ce processus démocratique, et c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça tombe bien que ce soit cette année, parce que c'est une réponse à tous ceux qui nous attaquent sur la question de la représentativité. Il y aura plusieurs candidats. C'est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Il y aura plusieurs candidats. Alors, il y aura plusieurs, j'en sais rien, on n'en est pas là. Le dépôt des candidatures sera sans doute en février ou mars, donc il y a un petit peu de temps. Candidat. Non, c'est une question qui est prématurée pour moi à ce stade. Vous en avez envie ? Mais beaucoup attendent de votre candidature. Oui, je ne sais pas si beaucoup attendent de ma candidature ou pas. On n'en est vraiment pas là à ce stade. Moi, je suis vice-président de Francis Khalifa. Je fais mon job de vice-président avec le plus d'investissement personnel possible. On a fait un accord avec vous, Jonathan Arfi, Alexis et moi, c'est que l'annonce de votre candidature se fera à cette antenne-là. Écoutez, je ne sais pas si... Donc c'est pas aujourd'hui, c'est ça ? Ça n'est pas aujourd'hui dans tous les cas, et au-delà de la boutade, ce qui m'importe, c'est qu'on fasse de ce temps-là un temps démocratique fort d'illustration de la démocratie du CRIF, d'une part, et puis évidemment un temps de réflexion sur l'institution, parce que les institutions, comme toutes les organisations humaines, eh bien, elles doivent de temps en temps se repenser. C'est l'occasion de réfléchir à leur fonctionnement, à leur gouvernance et autres. Et donc, vous avez une nouvelle vision pour le CRIF ? Est-ce que j'ai une nouvelle vision ? Je participe, je suis pas nouveau, je suis les 2 pieds au CRIF depuis maintenant 20 ans. Je suis rentré à l'Assemblée Générale du CRIF en 2000. J'ai accompagné les présidents... Vous êtes rentré au CRIF. Un peu après. Et j'ai accompagné les présidents successifs, Roger Kuckerman, Richard Prasquier, Francis Khalifa de très près, en tant que conseiller ou en tant que Qu'est-ce qu'il faudrait développer maintenant, justement ? Qu'est-ce qu'il faudrait inventer ? Dans quel champ il faudrait innover à la tête du CRIF ? Moi, je considère qu'il y a toujours quelque chose à entendre dans les critiques. Donc, à la fois, je réponds factuellement sur les questions de représentativité, mais j'entends bien qu'il y a peut-être des choses dans notre communication qui permettraient de donner davantage de proximité. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui le souhaitent à se rapprocher de la structure des Amis du CRIF, qui a vocation précisément à répondre à ça. On a conscience que, étant une fédération d'institutions, on peut être perçu comme parfois un peu loin pour les uns ou les autres. Eh bien, je les invite à adhérer aux Amis du CRIF, à venir participer aux activités, parce qu'ils auront comme ça un lien personnel direct avec l'institution. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, une chance qu'on peut s'offrir, entre guillemets, individuellement, de participer à la vie du CRIF de près. Oui, parce qu'il y a plusieurs commissions. Il y a la commission avec les musulmans, la commission avec les chrétiens. Il y a plusieurs commissions de CRIF. Et donc, vous invitez les personnes à rejoindre le CRIF. Alors après, les militants communautaires, effectivement, peuvent participer à un certain nombre de travaux de commission du CRIF, vous le rappelez. Mais les Amis du CRIF sont des conférences, c'est ouvert. Et puis il y a un deuxième temps que je veux rappeler ici. Nous aurons le 14 novembre prochain, dimanche 14 novembre, une convention du CRIF qui est ouverte à qui le veut. C'est un événement gratuit avec sur la journée une vingtaine de tables rondes, une soixantaine d'intervenants, dont le Premier ministre, dont 4 ministres, dont des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Benjamin Stora et un tas d'autres, et qui vient, entre guillemets, rappeler que le CRIF est la maison de chacun, à condition qu'on veuille bien... Deux partenaires presse, il y a Le Figaro, il y a Actualité Juive, d'autres partenaires sans doute, j'imagine. Alors, il y a effectivement des partenaires de l'événement, entre guillemets, mais la logique, c'est que c'est ouvert à tous ceux qui veulent jouer le jeu d'une journée de réflexion. Ce temps est pensé comme un carrefour, un lieu de brassage intellectuel. Je crois que c'est à l'image de ce que doit être la fonction des Juifs dans la société française. On n'est pas nombreux, par contre, on doit pouvoir être un lieu où les uns et les autres se rencontrent pour donner à penser à la société française. C'est notre intérêt, parce que dès qu'il y a du dogmatisme, ça finit mal pour nous. Jonathan Arfi, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très prochainement sur les ondes pour parler de l'avenir du CRIF. Merci à vous, merci Alexis Lacroix.